Vous n'avez aucun élément pour... Non, ça je sais. Non, je vous dis que j'ai été un haut fonctionnaire dans l'administration. Il a voulu forcer. Mais j'ai dit que le directeur général aurait dû faire un dossier technique et le soumettre à sa hiérarchie. Et le dossier part du Premier ministère, le dossier technique part du Premier ministère à la présidence. C'est la présidence qui va valider le dossier technique et il redescend. Au lieu de quoi il a voulu faire un passage en force. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit des institutions qui viennent du palais pour tomber sans qu'il y ait eu d'abord le dossier technique qui part. Je voudrais poser une question à M. Issomba. Oui. Est-ce que vous avez vu le texte qui organise le secrétariat général de la présidence de la République? Est-ce que vous avez bien lu le rôle du secrétaire général de la présidence de la République dans ses rapports aux sociétés d'État? Oui, je ne comprends pas. Oui. Non, je pose la question. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'est pas possible à un moment donné que dans son rôle de regarder la gestion des sociétés d'État, du secrétaire général de la présidence de la République, qu'il soit même capable de prendre certaines dispositions? D'abord, les sociétés d'État ont des tutelles. Oui, au-delà des tutelles. C'est vrai que dans le cas d'espèce, voilà, le LGPR n'est intervenu nulle part, de façon officielle, jusqu'ici. Jusqu'ici, il n'y a eu aucun courrier. Il y a eu une réunion à la présidence. Le LGPR, qui est encore le secrétaire du président de la République, ne peut pas interférer dans la gouvernance interne des ministères. Donc, est-ce que le poste est le gouvernement? Bien sûr. Qui a une tutelle. Qui est doté d'une tutelle. Non, c'est pas le ministère des Transports. Bien sûr. C'est une tutelle technique. On parle de la tutelle, on ne dit pas que c'est... Non, il y a deux tutelles. On ne dit pas que c'est un dispositif. Oui, tutelle technique et tutelle financière. La tutelle... Mais... On peut ajouter une... Non, mais laissez-moi finir. Oui. La tutelle administrative. La technique et financière. Technique. Oui. Financière. La tutelle financière. Oh, oui. On peut ajouter la tutelle stratégique, c'est-à-dire le ministère de l'économie. Le secrétaire général de la présidence n'a pas qualité à interférer directement. D'abord, il n'a pas de statut dans le gouvernement. Hein? C'est un haut fonctionnaire qui accompagne le chef de l'État. Comment un haut fonctionnaire peut venir peut dominer le gouvernement? Dans la hiérarchie administrative, est-ce que le secrétaire général de la présidence fait partie du gouvernement? Il n'est pas un membre du gouvernement. Il ne faut pas... C'est-à-dire, nous, on veut gérer le Cameroun de manière bizarre. C'est comme ça qu'on gère. Hein? Non. Donc, le secrétaire général est un accompagnateur du chef de l'État. Il n'a pas de pouvoir propre pour laisser s'immiscer dans le gouvernement, dans les arts du gouvernement. C'est pour ça d'ailleurs qu'il ne prend jamais un texte de lui-même. Il dit toujours sur ordre d'instruction où il renvoie. Il n'a pas de rôle propre. Je dis donc que dans la norme, le directeur général qui a sa hiérarchie, c'est-à-dire le conseil d'administration, le ministère de tutelle, le premier ministre, il aurait dû présenter son dossier. Il n'a pas qualité de recruter des contrats de ce niveau. Parce qu'on va se retrouver. Aujourd'hui, vous le créditez de beaucoup de compétences, mais il peut être incompétent. Et vous savez qui peut nous amener ici au Cameroun? Hein? Si on donne ce genre de pouvoir à un individu comme ça, vous doutez bien de ce qu'il peut amener au Cameroun. Il peut aller nous signer un contrat qui tue l'économie du Cameroun. Donc on ne peut pas donner un tel pouvoir à un individu. Le pouvoir... Non. Le pouvoir... Non, peu importe. Ce n'est pas à lui à corriger. Il ne revient pas à un individu, un directeur général, de corriger ce que le gouvernement a fait. Le gouvernement assume. Lui, il assume quoi? Il s'est jamais présenté à l'Assemblée nationale. Le directeur général est un fonctionnaire qu'on nomme. Et on lui donne un tel pouvoir. Si ça marche, on fait comment? La société de dragage, comment avez-vous interprété la situation de la société de dragage au port? Un pays, pardon. Comment s'est placé le dragage, la société de dragage avec Bolloré et tout le reste? Quelle était votre interprétation? Mais Bolloré était au port. Laissez Dieu donner son balai jusqu'au bout. Un pays a un certain niveau de décision. Parce que le gouvernement est le seul à assumer. Le gouvernement ne peut pas laisser les individus prendre des décisions seuls. Ce n'est pas possible.
dans le cas du port, le niveau, le rôle stratégique du port, parce que c'est le port, vous avez évoqué les armes et autres, vous avez évoqué le secteur privé qui est intervenu. Donc on ne peut pas blaguer avec eux. On ne peut pas le laisser. C'est pour ça que le gouvernement intervient. Ce qu'aurait dû faire le directeur général, même s'il avait senti les insuffisances de la SGS, c'était de confectionner un dossier technique, de faire ses propositions, de les soumettre et on allait valider. Malheureusement, les réseaux d'influence ont fait que il a pensé qu'il pouvait imposer sa position, qui peut être pertinente. Moi, je ne juge pas de sa position. Mais je dis sa position à travers, disons, en mobilisant ces réseaux et non pas en respectant la démarche canonique qui est, quand vous gérez une structure, vous avez besoin des réformes qui ne sont pas de votre pouvoir. Vous présentez un dossier technique à votre hiérarchie qui a le pouvoir de décider. Oui, Dieudonné Somba, est-ce qu'on peut espérer une reprise en main définitive des prérogatives du Premier ministre, en tout cas pour ce qui est des pouvoirs de son circuit? Le problème ici, c'est il faut voir comment le Cameroun fonctionne. Il fonctionne comment? Le Cameroun est un pays extrêmement hiérarchisé. Il y a des pouvoirs, quand vous avez un poste, il y a des pouvoirs qui sont attachés à ce poste-là et vous ne pouvez pas aller au-delà. Des pouvoirs formels ou informels? Ou les deux? On parle de pouvoir formel. Un directeur général ne peut pas prendre un certain niveau de contrat au Cameroun sans l'aval du gouvernement. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Un contrat comme celui du scanning du sport, du port autonome, c'est un contrat hautement stratégique. Les acteurs qui y sont souvent, d'abord c'est l'État, en face des multinationales, qui elles-mêmes ont le soutien de leur gouvernement. Et les sommes mobilisées sont gigantesques. C'est des dizaines, voire des centaines de milliards. On ne peut pas donner le pouvoir à un directeur général de choisir. Ce n'est pas possible au Cameroun. Ce choix doit faire intervenir le gouvernement et même la présidence à un haut niveau. On ne peut pas demander à un individu de choix. Et le problème du directeur du PAD, c'est n'avoir pas compris qu'on ne peut pas laisser ce genre de décision à sa discrétion. Vous connaissez même les acteurs qui sont derrière la société SGS. Bon, mais on dira... ok, poursuivez parce que tel qu'il a agi sérieusement, on n'a pas l'impression qu'il s'est dit que ça devrait être à sa discrétion l'avenue de transatlantique, puisque j'insiste là-dessus, c'est le chef d'État particulier du chef de l'État qui... Le chef de l'État particulier n'est pas dans la chaîne de décision qui couvre l'OPAD. Le directeur général aurait dû adresser ses doléances à sa hiérarchie directe, au conseil d'administration, qui lui-même aurait dû saisir le gouvernement. Parce que le gouvernement est seul habilité à percevoir l'opportunité. Mais vous savez, quand la SGS, c'est une multinationale. Donc, ça joue un grand rôle auprès du pays dont elle est originaire. Et c'est des contrats qui ont une dimension diplomatique. Bon, et vous nous dites qu'on ne sait pas qui est derrière SGS. Ça serait qui? C'est pas Joe, c'est pas des c'est pas Joe. Non. Moi, je vous dis, je suis en macroéconomie. Ça veut dire que quand vous voyez une entreprise comme les Bolloré, ils représentent leur pays, la France. C'est des délocalisations de leur pays. Vous ne pouvez pas les traiter n'importe comment.
Vous devez faire attention à ce niveau-là. Ce ne sont pas les choses du quartier. Vous ne savez pas ce que vous... Nous sommes en négociation avec ce pays, nous sommes en difficulté. Parce qu'on a besoin d'argent. Et vous allez mettre... vous allez vous aliéner quelqu'un qui peut vous soutenir à avoir l'argent? Non. Donc, c'est pour ça que un contrat comme celui-là, indépendant, on peut revoir les contrats. On n'a pas dit qu'il a été bien signé. Mais ce n'est pas le directeur général qui devait faire ça en croyant utiliser ses relations au palais. Parce que ici, nous sommes devant ce qu'on peut appeler le trafic d'influence. C'est-à-dire que vous utilisez vos relations personnelles à une instance beaucoup plus élevée pour essayer de forcer une décision qui ne vous revient pas. Donc ce n'était pas intelligemment réfléchi. Ce qu'on fait dans ce cas, c'est qu'on présente un dossier normal. C'est-à-dire, on met en évidence les failles du contrat et les failles de l'opérateur SGS. On agresse un dossier en bonne et due forme. Et comme ça, on agit, n'est-ce pas? On fait agir ces relations pour que le dossier passe. Mais on ne fait pas de manière brute. Oui, mais c'est vrai que SGS va rester malgré les griefs soulevés par le directeur général du port. Non, c'est-à-dire que le directeur général du port aurait pu résoudre son problème s'il avait respecté les procédures. Il a voulu tout simplement violenter le système, forcer le système. Il n'avait pas ce droit. On peut comprendre, Dieudonné Somba, que ce qu'on a appelé l'ultimatum du GECAM, c'est-à-dire du patronat, est également joué à ramener la calmie. Mais bien sûr, le GECAM, c'est le principal utilisateur du port. Et c'est le principal fournisseur des ressources de la douane. Donc, c'est en fait la pression des usagers. Et cette pression-là a certainement joué un rôle pour que ça se dise. Mais ceci dit, je dis bien, la tendance, le trafic d'influence qui infecte notre gouvernance. Et simplement parce que la présidence s'est mise à s'occuper des aspects opérationnels de la gouvernance de l'État. Au lieu de se mettre à sa poursuite stratégique, il se mêle des opérations. Cette centralisation à outrance qui s'amplifie avec l'absence de plus en plus grande du chef de l'État. C'est-à-dire son entourage aspire tout le pouvoir. Et les gens qui sont dans les postes pensent qu'ils peuvent donc instrumentaliser ça. Le directeur général du port n'a pas été habile. Vous n'avez aucun élément pour... Non, ça je sais. Non, je vous dis que j'ai été un haut fonctionnaire dans l'administration. Il a voulu forcer. Il a voulu forcer en quoi faisant. Le gouvernement lui a donné un certain nombre de pouvoirs. Mais le gouvernement ne lui a pas donné le pouvoir de changer de partenaire de ce niveau. Il n'a pas ce pouvoir. D'abord parce que lui-même n'est pas nécessairement conscient des implications de ce pouvoir. De changer la SGS. Vous savez qui est la SGS? À ce niveau-là où on parle de multinationales et des milliards, ce n'est pas des petites affaires du quartier. Je pense que... c'est très lourd. Il a voulu forcer et les gens lui ont dit non. Et il a pensé que ses relations au palais vont imposer. Ils vont, disons, valider son choix. Il a voulu forcer. C'est pour ça qu'il y a donc la hiérarchie lui a dit non, ce n'est pas comme ça. D'accord, Souley, est-ce qu'il y aurait eu un manque de coordination? Dieudonné Somba pense que non. Mais entre les différentes administrations, c'est-à-dire la douane, le port, le ministère technique, la tutelle technique qui est le Minitransport et les autres acteurs. Il est souvent efficace sur certains dossiers, mais celui-ci il se mord la queue. Systématiquement, il n'y comprend rien. Et j'ai été très... alors, enfin, j'avais le cœur maussade en l'écoutant. Ouais. D'accord? Est-ce qu'il a un texte ou bien une décision du cadre qui annule le contrat de la SGS? Vous ne l'avez pas.
Maintenant, quand vous dites de façon péremptoire, il a voulu jouer avec ses Ah oui, bien au sûr. palais. Non. Même il n'y a aucune décision. Même le Vous avez parlé, je vous ai écouté. Attendez, même le Soyez recrutement. poli, écoutez, c'est un art. Même Monsieur Echomba, même le vous me laissez recrutement. parler. D'accord? Vous Non, avez parlé, je vous ai écouté. Ouais, mais Souley. Sur le plan politique. Attendez, non, Là, je vous interdis. c'est pour une meilleure intervention. Non, Souley. Qu'il ne me coupe pas. Ouais, mais Ou alors, non, moi, je Souley, parle. s'il vous plaît. Non, qu'il ne m'interrompe S'il vous pas. plaît, Souley. Non. J'ai été poli de Souley, l'écouter. non, s'il vous plaît, Oui. Souley. Vous ne pouvez pas dire sur un plateau, vous m'interdisez. Non, vous n'avez aucun droit de dire ça, je ne vous l'autorise pas. De quoi? Mais vous ne pouvez pas me dire que vous m'interdisez. Vous ne m'interdisez rien sur ce plateau. Non, ce que je veux Je lui dire... ai dit de m'interdire, Non, de ne pas m'interdire, de ne pas me couper, non, c'est pas normal. Non, je voulais faire une précision. Non, ce que je veux dire, Souley. Quand vous voulez faire Je voulais juste faire une précision. je dois accepter, oui Oui, ou non? bien sûr que vous sûr. acceptez. Mais vous avez fait un échange depuis pour tout à l'heure. Vous êtes dans un et échange. Somba. Vous êtes dans un Quand vous échange. donnez la parole, il ne veut Ouais. Dans les années 80, Jean Biya venait de prendre. Il avait démis brutalement Itekim Bouma, le ministre Itekim Bouma. Il était à l'éducation, je crois. Non, il était aux Aux affaires étrangères. Tant pour moi. Et quand on lui a demandé pourquoi, il a dit qu'un ministre ne va pas signer un certain type d'engagement avec les pays étrangers. Sinon, on peut se retrouver un beau jour avec des missiles sur la terre du Cameroun. Parce que justement, le ministre était qui avait dû prendre des contacts avec les pays d'Europe de l'Est à l'époque. C'est dire qu'on ne peut pas donner à un directeur général du port autonome le droit de recruter et des contrats de ce niveau. Ce n'est pas possible. C'est vrai, ça on a discuté. Mais vous avez discuté. Vous avez Dans dit le qu'il est dans son Cameroun. droit. Mais vous ne pouvez pas dire une chose et son contraire, Raymond Chiazan. Je n'ai pas dit qu'il est Parce que les implications sont tellement énormes qu'on ne peut pas lui donner ça au camp. Ça, c'est des pouvoirs qui viennent du plus haut. Même si officiellement, ça peut être lui, mais on vient lui donner un papier en disant tu reprends tel. Pour des raisons diplomatiques, Des raisons stratégiques, oui. beaucoup de raisons. C'est là que je voulais en venir. Le problème ici n'est pas qu'on ne juge pas l'efficacité, disons le bilan du directeur général. Il peut être très bon, il peut être positif, il peut être tout ce que vous voulez. Moi, je ne critique pas ça. Mais j'ai dit qu'il a violé une première règle qu'on ne viole pas au Cameroun. Bah, en tout cas, la tutelle technique, le ministre des Transports a été clair. Le ministre des Transports a dit le PAD ne pouvait pas signer un opérateur alors que le contrat de base a été signé par l'État du Cameroun. Je crois que c'est le ministre Jean-Ernest Masséna Ngalé-Bibé qui l'a dit. Le ministre des Transports a davantage indiqué que le PAD ne peut pas annuler un contrat qu'il n'a pas signé. Et le PAD, le DG du PAD, c'est que le ministre des Transports, Ngalé Masséna Bibé, a parlé avec autorité. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Et j'étais en train de dire que, d'après ce que j'ai lu, j'ai cherché une décision d'annulation du contrat de la SGS signée par le DG du PAD, je n'ai pas trouvé. Mais il n'en demeure pas moins que les tutelles techniques et financières exercées par Ngalé Masséna et par le ministre des Finances, Motazé, ont pignon sur eux. Et c'est pour ça que j'ai dit la décrispation de cette affaire nous appelle d'abord à mettre de côté le problème d'individu. Parce que vous voyez que le problème d'individu revient de plus en plus parce qu'on est tous à l'attente d'un remaniement et les uns et les autres, on pense que les uns et les autres montrent les muscles pour telle ou telle chose. Non, nous savons que les deux tutelles techniques et financières, n'est-ce pas, ont une voix prépondérante. Et en cela, il faut les respecter. Mais je reviens toujours à dire, dès lors qu'on intègre une société de droit privé, ça pose un problème. Parce que je disais que quand on parle du chef d'état-major particulier du président de la République, n'oublions pas qu'il y a la sécurité des recettes douanières. C'est-à-dire que le patron, c'est le ministère des Finances, il y a la tutelle technique, mais le port en tant que territoire peut nécessiter la sécurité de l'espace
pour éviter un certain nombre de désagréments. Est-ce que c'est en cela que le chef de l'État, qui est le ministre de la Défense, a donné pouvoir ou à son chef d'État-major particulier pour signer cela? On ne sait pas, mais... Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est tiré par les cheveux, ce que vous venez de dire là? Enfin, je demande. Vous savez, le rôle d'un journaliste, toi et moi, c'est de se poser des questions, de s'interroger. Je n'ai pas été affirmatif, j'ai dit est-ce que... C'est ça. Puisque la décision du chef d'état-major, particulier du président de la République, existe, elle n'a pas été démentie. Tout au moins, toi et moi, on est d'accord, nous tous les trois journalistes que nous sommes. Maintenant, on aurait attendu, par exemple, que le président de la République, ce qu'il ne lui arrive pas de faire, c'est-à-dire que de dire en haute et intelligible, ou alors de désavouer publiquement un de ses collaborateurs. Vous avez vu que même en matière de haute instruction, ça monte, ça descend. Vous avez cité le cas d'un président d'une fédération qui est venu avec sa part de haute instruction, le SGP qui avait sa part de haute instruction. Le président de la République est resté comme d'habitude. Il a favorisé le pourrissement sans prendre, n'est-ce pas, parole pour désavouer l'un ou l'autre. Parce que lorsque vous avez, n'est-ce pas, des principaux collaborateurs, par exemple très proches, qui administrent des hautes instructions à votre place, ça pose un problème. C'est la même chose qui revient ici. Vous savez que jusqu'aujourd'hui, l'affaire MINSEP fait qu'à photo, on ne sait pas comment ça s'est terminé. Jusqu'aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Maintenant, on a une autre affaire qui est celle-là. Le président de la République aurait dû, et c'est en cela que je suis d'accord avec vous, que la décision de son chef d'état-major particulier nous pose un problème dans la gestion du gouvernement. Comment est-ce qu'il a pu la prendre? Il a l'a adressé à qui? Est-ce que c'est de son ressort? Ça me rappelle une chose, je vais dire rapidement, que le ministre, le DCC Belinga Eboutou, par son âme, avait adressé une demande d'explication à Amadou Vamour, qui est DG de la CATU. Et il s'est posé la question, bon maintenant si je réponds, je vais envoyer la réponse à qui? Parce que est-ce qu'un DCC peut envoyer une demande d'explication à un directeur général d'une société d'État? C'est la même chose. Est-ce que quelle est la qualité, la compétence, n'est-ce pas, du chef d'état-major particulier, du président de la République, n'est-ce pas, à intervenir de manière aussi brutale sur une affaire comme celle-là? Donc, ça pose une autre série de questions, Boni. Mais je voudrais quand même qu'on retienne que, quand je dis que cette histoire n'est pas finie, c'est parce que, vous savez, j'ai le sentiment qu'en tant qu'élite politique, le DG, qui est aussi du parti au pouvoir, comme Onguéné, du RDPC, a vu venir un traquenard. Et il s'est rendu compte que ça pourrait passer par lui. On dise que c'est lui qui cautionne, n'est-ce pas, l'État ingouvernable ou alors telle ou telle chose. Donc, il s'est rangé, n'est-ce pas, parce que c'est lui qui devait se ranger et non les deux tutelles techniques et financières. C'est lui qui devait se ranger parce qu'il est au-dessus de ces deux tutelles. Donc, il s'est rangé et il a apprécié cela pour, n'est-ce pas, laisser prospérer la sérénité au sein du gouvernement et même de l'administration et même de l'État. D'accord. Aujourd'hui, on espère, je chute par là, on espère que, comme je n'ai fait que l'implorer, que maintenant que les gorges chaudes et les chaumières sont en train de s'étasser, on espère que le Premier ministre, n'est-ce pas, qui sait en toute âme et conscience que le chef d'état-major, particulièrement le président de la République, ne saurait, n'est-ce pas, l'effacer de ses compétences. On espère que le Premier ministre va, cette fois-ci, prendre ses responsabilités et supplier, n'est-ce pas, ou alors aider le président de la République qui est le chef de l'exécutif. D'accord, Dieudonné Somba, on va peut-être ressortir. Et donc finalement, les investisseurs autant étrangers que nationaux peuvent, autant qu'étrangers que nationaux, peuvent aujourd'hui travailler en toute quiétude. Je rappelle encore une fois de plus quand même que le GECAM aura joué un rôle assez important, peut-être même décisif.
Très bien, oui, bien sûr. Dans la reprise de l'activité. Le GECAM, c'est le principal utilisateur usager du port. Donc sa posture a joué un rôle très très important. Je dis, l'excès de zèle, le désir de bien faire, ne doit pas pousser les gens à aller au-delà de leur responsabilité, de leur pouvoir. C'est bien beau, on applaudit, tel directeur général fait très bien tout. Moi, je suis d'accord que la gouvernance soit bonne, mais il faut respecter les règles. Je dis, il faut respecter les règles, parce que très souvent, les gens ne comprennent pas le bien fondé de ces règles. Lorsqu'on dit telle structure autonome, ça ne veut pas dire qu'elle est indépendante, que le responsable de ça peut faire n'importe quoi. Aujourd'hui, la possibilité d'un directeur général de signer ce genre de contrat peut amplifier les réseaux. C'est-à-dire, à ce moment, on fabrique un pays qui est fondé sur des réseaux. Ce n'est donc plus la rationalité du pays ou la paix du pays, mais des groupes d'individus qui gèrent le pays. Donc moi je dis une fois de plus, il faut respecter les règles. On est d'accord que le directeur général travaille bien, mais il doit lui-même respecter les règles. Et la règle, c'est la première principale règle, c'est le respect de la hiérarchie directe. Il ne faut pas aller prendre des amis au sommet pour venir violenter la hiérarchie directe. Bon, le classement des entreprises performantes, parfait, c'est qui vous qui êtes... c'est vrai que Dieudonné Somba garde la parole. Vous êtes journaliste économique et donc porté sur ces évaluations, des évaluations de cette nature. Est-ce que le port autonome de Douala est des entreprises les plus performantes du Cameroun? Disons que c'est une entreprise qui dégage des... On va appeler au terme de l'année, je dis bénéfices, ça ne sied pas vraiment, mais il y a des excédents, voilà, c'est le bon mot. C'est des résultats excédentaires. D'accord. Sur le terminal à conteneurs, la gestion de la régie du terminal à conteneurs et le vrac, le terminal polyvalent. Par rapport à ce qui se faisait. Par rapport à ce qui se faisait avant. C'est sur ces données qu'on peut se fonder pour dire que c'est une entreprise qui se porte plus ou moins bien, mais qui peut se porter mieux. Qui peut se porter mais c'est ça, qui peut faire mieux. Avec des ports analogues ailleurs. C'est pas avec, parce que c'est en fait une pression de service. Mais justement, Dieudonné Somba, si on devrait le mettre en compétition avec des ports concurrents de la sous-région, prenons juste la sous-région. Oui, c'est moyen. Pas extraordinaire. C'est moyen. Disons que c'est ça vrai s'est que quand même moyen. amélioré considérablement. Voilà. C'est-à-dire que c'est moyen quand on se compare. Mais quand on se regarde, on peut dire que... Non, ça s'est amélioré par rapport à son fonctionnement passé. Par rapport à ce qu'il y avait. Bon, mais là ça ne veut pas dire ce que vous nous dites sur ce plateau. Non, ça ne veut un port... Mais Dieudonné Somba, qui va payer, je reviens à vous, qui va payer pour d'énormes préjudices le port lui-même, les entreprises ou le consommateur final? Parce qu'il y a eu quand même que le GECAM en vienne à cet ultimatum, à ce cri d'exaspération. Très bonne Qui va payer pour ça? Le problème est que l'économie nationale, d'une manière générale, va payer ça. Parce qu'il n'est pas sûr qu'on va dédommager les acteurs de tous les problèmes qu'ils ont pu avoir. Bon, mais il est possible aussi que le port soit tenu responsable au moins sur certains aspects. Des gens peuvent porter plainte pour tel aspect. Et c'est là donc qu'on revient sur le problème de la gouvernance des structures comme celle-là. Vous avez un individu qu'on va prendre dans son village. On lui met sur la tête un panier de milliards pour la nation. Et vous demandez qu'on nous laisse faire ce qu'il veut? Non. Il faut le tenir à l'œil. C'est pour ça que le gouvernement ne peut pas faire ce que vous demandez là. À savoir que on donne le droit à un individu
d'aller signer. Non, c'est dangereux, surtout pour des structures aussi essentielles que le port autonome de Douala, par où passent pratiquement 80-90% des marchandises. On ne peut pas laisser ça comme ça, là, à la tête d'un individu qu'on a pris, n'est-ce pas, et il fait ce qu'il veut. Non, il faut encadrer. Et ce monsieur, malheureusement, a voulu utiliser ses relations à la présidence pour faire passer ses désirs. Ou alors les désirs de son camp. C'est clair. Parce que dans l'administration, il y a des règles. Quand vous êtes responsable d'un dossier technique qui peut être critiqué. Parce que si monsieur le directeur général avait envoyé ce dossier-là, quand il est pertinent, le Premier ministre, d'abord les ministres qui ont des experts, ils vont voir si le dossier est pertinent. Et je vous rappelle qu'on peut même faire appel à des experts extérieurs. On peut faire appel à des experts extérieurs. Donc, au Premier ministre, même chose. Au palais présidentiel, où il y a aussi des experts. Tout ça, c'est pour valider que oui, ce monsieur a raison. Mais vous ne pouvez pas, sur la base du sentiment que tel ne fonctionne pas, et peut-être des calculs. On sait très bien que les postes sont dans le cadre de la succession du chef de l'État, et les gens sont dans des combats. Donc, très souvent même, nous voyons un événement, nous croyons que c'est une simple opération administrative, un simple conflit administratif. On a aussi vu des noms apparaître derrière Transatlantique aussi. Hein. Bon, mais c'est ce que j'ai dit, donc en réalité. Avec votre permission, nous voyons le combat. Oui, tu me coupes. Vous aurez votre parole. Donc, je dis, c'est vrai qu'on est en train de n'est-ce pas, oui. On ne peut pas écarter l'hypothèse des combats politiques entre deux groupes. On ne peut pas écarter. Donc, c'est pour ça qu'il est bon qu'on accepte les procédures. Parce que la seule chose qui est stable, c'est la procédure. Et la bonne procédure, ce n'est pas que le palais donne des instructions. La bonne procédure, c'est que sur la base d'un dossier technique, le directeur général convainc, persuade sa hiérarchie de la nécessité soit de rompre le contrat avec la SGS, soit de la nécessité de prendre un autre opérateur. Quand il a fait ça, vraiment, il respecte la produit. Et surtout, lui, c'est un technicien. Il n'est pas sûr qu'il tienne compte d'autres enjeux. D'accord. Les grands enjeux politiques, les grands enjeux stratégiques, les grands enjeux diplomatiques. Nous allons passer très vite. Une minute sous les... Oui. Dans sa lettre du 16 février, le DG du PAD montre bien qu'il n'est pas un électron libre, qu'il n'est pas un indiscipliné, comme quelqu'un veut le faire croire. Il dit objet de suspension des opérations sécuritaires, n'est-ce pas, d'inspection par scanning, n'est-ce pas, le flux. Il écrit au DG de Transatlantique. Et il dit bien, monsieur le directeur général, dans le but de mettre en œuvre les directives de monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, telles qu'elles m'ont été notifiées par lettre référencée et en réponse la correspondance du ministre des Finances. Ça veut dire que le DG du PAD, n'est-ce pas, respecte la hiérarchie. On ressort avec vous. Est-ce que vous pensez qu'on peut convaincre à travers des sensibilisations, des campagnes ou des caravanes de sensibilisation des jeunes aujourd'hui à ne pas aller à des destinations de la mort? C'est pas... Vous savez, il y a des facteurs qui poussent les gens à sortir. Il y a des facteurs, d'abord une sorte de dynamique générale liée à la mondialisation, parce que tous les pays envoient les gens, presque toutes les nationalités africaines sont impliquées dans cette histoire. Hein. Il n'y a pas que le Cameroun. Donc il y a donc des facteurs généraux, à côté de d'autres facteurs comme des facteurs idéologiques. Vous avez évoqué tout à l'heure l'attractivité de la Russie par rapport à d'autres pays qui peuvent sensibiliser les gens à y aller.
Mais à côté de ça, il y a les facteurs économiques eux-mêmes, c'est-à-dire les perspectives que l'économie offre à la jeunesse. Quand les enfants n'ont pas d'espérance, ils ont tendance à prendre des solutions extrêmes. Il ne faut pas oublier que c'est un problème de perception aussi. Il ne faut pas oublier. Il y a même certains qui font partie de l'armée, mais qui partent. C'est-à-dire, ils ont un emploi. Ils désertent. Ils désertent. L'emploi que ceux qui sont au quartier convoitent, lui, il a déjà. Mais lui, ça ne l'empêche pas de partir. Donc, les mobiles sont très, très complexes. On peut peut-être atténuer le problème, mais il faut des politiques publiques adaptées qui réduisent la pulsion à sortir chercher les moyens. Vous savez, nous avons un pays aujourd'hui, un monde aujourd'hui où il y a trop de séduction. C'est-à-dire le niveau de vie, les besoins, les désirs qu'on a aujourd'hui sont amplifiés à l'extrême. Parce que à l'époque, on avait par exemple le téléphone cellulaire, aujourd'hui on l'a. Donc la vie est devenue très complexe, elle n'est pas aussi simple qu'auparavant. Ce qui fait que même quand quelqu'un a un niveau de vie qui autrefois aurait paru satisfaisant, il est toujours mal à l'aise. Il voit les réseaux sociaux, il voit l'information, il a l'impression qu'il vit mal. Donc, l'absence de perspective de modifier considérablement le niveau de vie et d'atteindre le niveau de vie qu'on voit dans les pays qu'on nous présente dans les réseaux sociaux, fait donc que les gens sont impatients. C'est difficile de leur prôner, de leur faire des leçons de morale, sans compensation avec le bien-être matériel qu'eux, ils recherchent. Les enfants d'aujourd'hui, ils ne raisonnent pas comme nous. Eux, ils raisonnent en termes de facilité. Le Cameroun doit faire quelque chose, peut faire quelque chose en faveur des familles éplorées. Bon, on peut donner des appuis. On peut donner des appuis puisque c'est quand même des malheurs. Mais l'idéal vraiment serait de réduire ces désirs au départ. Et pour réduire ces désirs avec des au politiques départ, publiques efficaces. il faut des politiques publiques efficaces qui non seulement ouvrent la perspective d'emploi à tout le monde, mais améliorent le revenu par habitant de manière très régulière et très conséquente. Parce que sans ça, c'est pratiquement impossible de bloquer. Il ne faut pas oublier que ce qui se passe en Russie n'est que l'un des symptômes, n'est-ce pas, des dysfonctionnements de nos économies. C'est la même chose que les gens vont mourir dans la mer. Dans le désert. Dans le désert. Donc, tout ça, c'est des symptômes d'un système qui n'ouvre plus beaucoup de perspectives et que les enfants ont envie de fuir. D'accord.